Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Bleu et d'Or, le podcast francophone dédié aux fans de Notre-Dame et des Fighting Irish. Je suis aujourd'hui en compagnie de Christian. Salut Christian, comment ça va? Très bien, très excité. L'attente est finalement terminée, Léo. On en a parlé longtemps. La saison qui arrive, les spéculations, les rumeurs, les inquiétudes, la confiance qu'on avait en cette équipe. Enfin, nous aurons nos réponses dimanche prochain dans un duel épique. Tout à fait, comme tu le dis, on enregistre actuellement le 26 août. Le premier match de Notre-Dame aura lieu dans la nuit du dimanche au lundi pour nous Français, du dimanche au lundi 31 août à 1h30 du matin. Et la saison débutera par donc ce déplacement à Miami face au classé numéro 10 du classement de pré-saison. Pour rappel, Notre-Dame est classé numéro 6. Donc oui, on est fin août et on arrive doucement à la fin le camp plutôt d'automne s'est terminé maintenant il y a environ une semaine et on est dans la préparation de ce premier déplacement et le duel qui nous a tenu en haleine pendant tout le mois d'août a enfin été élucidé avec j'en profite pour faire une dédicace à Augustin qui a été très bien inspiré avec un tweet 5 minutes avant la publication officielle qui sentait que Kenny Minchie serait le quarterback désigné. Je pense qu'il s'est fait avoir par une bonne partie de la fanbase et des journalistes Notre-Dame qui partaient dans ce sens-là également. Mais c'est finalement bien CJ Carr qui a remporté ce duel et ce poste de titulaire, en tout cas pour la première semaine et ce déplacement face à Miami. On fait donc confiance à notre true freshman en qui c'est pour moi le premier quarterback recruté par Marcus Freeman aussi depuis son cursus à Notre-Dame. Je parle de joueurs lycée en dehors du portail de transfert. Et donc voilà, ça a été une très grosse bataille. On a vu des infos sortir qui partaient dans les deux côtés. Ça a été très serré tout du long. Je pense que voilà, quel est ton ressenti finalement sur cette titularisation Ben, il y a beaucoup de fumée, beaucoup de spéculation. Avec du recul, il faut faire attention, là. Voici, là, si nous voulions être alarmistes aujourd'hui et avoir peur un petit peu, nous avons l'impression que c'est peut-être un vote populaire. Bon, certaines rumeurs aussi que est-ce le choix du coordonnateur offensif, est-ce le choix du coach et quarterback, est-ce que c'est Marcus Freeman en bout de ligne qui a décidé non, ce sera CJ Carr. On essaie de nous vendre que la bataille était serrée. On essaie de nous vendre que Kenny Minchie a eu un camp extraordinaire, ce que je crois, euh, mais que peut-être CJ Carr a réalisé beaucoup, beaucoup d'interceptions. Il faut faire très attention. Des pratiques, c'est fait pour faire des erreurs. Alors, il y a des situations qu'on crée volontairement, qu'on ne retrouvera pas en situation de match, où est-ce qu'on force les quarterbacks à tenter des passes. Et vous savez, il y a un monde de différence lorsque vous essayez de lancer une passe et les safeties de votre équipe font 6 pieds 3, 6 pieds 4. Vous ne verrez pas cette qualité-là nécessairement dans tous les duels cette saison. Alors oui, est-ce que CJ Carr a fait des erreurs? La réponse est oui. Est-ce que Kenny Minchie a fait des erreurs? La réponse est oui. Ce qui m'a préoccupé un petit peu, c'est plus une déclaration de Mike Denbrock qui après 2 ou 3 semaines du camp où est-ce qu'on disait que la bataille était serrée, ben lui, ce qu'il a dit, c'est que nous n'avions pas de quarterback qui jouait comme un réel numéro 1 pour le moment. Cette citation-là, elle est passée sous le radar un peu parce qu'évidemment, on a eu un peu plus de crémage de la part des autres entraîneurs. Mais est-ce que ça m'inquiète? Oui, un peu pour la saison parce que j'aimerais être optimiste et de penser que Notre-Dame peut terminer la saison à 12-0 et tout va bien. Mais tant et aussi longtemps que Notre-Dame n'aura pas stabilisé ce poste de quarterback, que nous n'aurons pas les réponses, ben on peut être inquiété. Et la question que je te pose, Léo, tu m'as posé la question, à toi je la pose, parce qu'Kenny Minchie, on le sait, là, on a essayé de nous vendre la bataille d'un quarterback mobile et d'un CJ Carr que lui était pratiquement, avait la vitesse d'une tortue. Là, on va corriger tout de suite le tir. CJ Carr a gagné plus de verges au sol dans sa carrière de high school que Kenny Minchie.
CJ Carr, ce n'est pas Jack Cohn, ce n'est pas un quarterback qui va boiter en courant. C'est quelqu'un qui peut gagner 300, 400 yards au sol. On le compare à Ian Book peut-être au niveau des jambes. Il a une certaine mobilité. C'est pas Tyler Buchner, là, mais il a une certaine mobilité. Dans le cas de Minchey, c'est un passeur naturel. Là. Les deux quarterbacks sont des quarterbacks qu'on passe en premier et on a l'option de course en deuxième. On nous avait habitués avec Riley Leonard, où est-ce que c'est un athlète extraordinaire, mais Leonard, c'était je cours en premier et je peux compléter des power quarterbacks, des power QB qu'on appelle comme stratégie là, de foncer. On ne verra pas ça avec CJ Carr et on ne verrait pas ça non plus avec Kenny Minchey. C'est pas le style. Mais la question que je voulais te poser, Léo, si la saison avait débuté avec Texas A&M, qui a une défensive beaucoup plus agressive avec des edges et au niveau de la pression, est-ce qu'on aurait eu un quarterback titulaire différent? C'est une bonne question. Alors, pour revenir sur une partie de ce que tu as dit, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de leader qui a émergé et c'est finalement, ça a été un petit peu le problème de Notre-Dame sur ce duel, c'est que le duo de quarterback ne combinait 8 snaps, il me semble, pris la saison dernière. Donc, c'est des joueurs qui, au niveau auquel on leur demande de jouer, manquent d'expérience. Et je pense que ça a eu un impact forcément sur leur prise de confiance et leur prise de position. Mais je pense que si CJ Carr a bien exploité ce camp, même s'il a fait des erreurs, ça lui permet de prendre un maximum de confiance, d'apprendre à connaître le jeu justement auquel il va avoir à faire face, même si la ligne défensive secondaire de Notre-Dame fait partie des toutes meilleures et donc ça aura un impact notamment dans les gros matchs face à Texas A&M. Je pense que face à Texas A&M, on aurait quand même pu avoir CJ Carr, mais finalement, ça tombe bien que Miami soit là au début parce que là, on va en parler un petit peu plus tard, mais la défense de Miami offre encore des possibilités et des ouvertures que la défense de Texas A&M, qui est une des très bonnes défenses de SEC, on l'a vu l'année dernière lorsqu'on y est allé, ça s'est résumé à un match avec un faible niveau de points et donc je pense que le match de Miami est une très bonne opportunité pour CJ Carr de pouvoir prendre confiance au maximum avant d'affronter Texas A&M, qui sera un énorme duel. Et j'ai déjà hâte d'y être. Ça va être, je pense, un très grand moment. Mais voilà, je pense que CJ Carr a finalement montré quand même ce qu'on attendait de lui. Sinon, je doute qu'avec tous les enjeux autour de Notre-Dame et ce que ça représente à l'heure actuelle, le head coaching ou le coaching staff ait pris une décision de lancer un jeune pas prêt. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai bon espoir. Et maintenant, le terrain va nous donner la vérité finale. Oui, et nous allons voir Kenny Minchey cette saison-là. Il y aura des hauts et des bas pour CJ Carr, il ne faut pas s'inquiéter, mais parmi les questions que certains se posent, à savoir est-ce qu'il y aura des packages spéciaux pour Kenny Minchey, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que Kenny Minchey, c'est pour ça, oui, on l'a vu lors de la Blue and Gold Game au printemps, ça fait 2 printemps, on le voit courir. Il court lorsqu'il n'a pas d'option. Et vous allez voir, il va courir à l'extérieur. Il utilise très, très bien sa vitesse, mais ce n'est pas, par définition, un coureur naturel. Et de là, on en a déjà parlé dans des podcasts différents. Si on avait des formations spéciales à créer, je crois plus qu'un Tyler Buchner comme QB numéro 3, qui est déjà maintenant, on s'est parlé au début du camp, il était numéro 7. Il est maintenant rendu QB numéro 3 dans la chart. Ouais. Lui pourrait peut-être venir en cas d'inquiétude, mais écoutez, n'ayez crainte. Je pense que CJ Carr, c'est une belle option, comme tu disais, de le mettre contre Miami. On va en parler plus tard, mais Miami, non pas qu'ils ont des faiblesses, mais les cornerbacks et les safeties sont des nouveaux de leur côté. Oui. Il y a beaucoup de transferts du côté de Miami. Il y a de l'incertitude de ce côté-là et c'est la force de CJ Carr de lancer en profondeur et c'est probablement une facette du match qu'on devra exploiter, même si on sait très bien. Puis on va parler tantôt que tout va se passer au sol avec Notre-Dame, là, avec les chevaux que nous avons comme running back. C'est sûr que ça va courir. Mais
Si j'étais Mike Denbrock, je préparais, je pense, un plan spécial au début pour peut-être rapidement aider CJ Carr à être confortable avec des petites passes courtes pour le rendre. Et peut-être le troisième ou quatrième jeu, ben, pourquoi pas essayer une passe de 25-30 verges lorsqu'on a vu, comme on a vu au Blue and Gold, où il n'a pas eu peur, Carr, de faire des passes de 25 yards Ouais. pour réussir à étirer un peu la défensive et se donner des options. Complètement, on l'a vu, c'est un passeur naturel et donc le jeu offensif aérien de Notre-Dame, théoriquement, va beaucoup plus tendre vers ça, à la différence de l'année dernière, et on va encore plus exploiter les running backs et tout le talent qu'on a dans cette room. Mais ça promet en tout cas une belle attaque. Enfin, ça promet. Ça dépend, tout dépendra du niveau de jeu qui est proposé, mais ça annonce de bonne augure. Euh, si on enchaîne sur, je pense on a bien discuté de cette bataille des quarterbacks et de comment ça s'était conclu. Et maintenant, on va attendre de voir ce que nous propose CJ Carr sur cette première semaine à Miami avant de Mhm. tirer des premières conclusions certainement trop hâtives. Mais Ouais. Mais je te propose. à l'heure de Ouais, l'enregistrement, c'est un peu ça qu'on voulait discuter, c'est que le ouais, depth chart, l'alignement n'est pas connu. tout à Ce que fait. nous avons, c'est la formation officielle qui devrait débuter le match, même s'il faut faire attention. Là, je vous rassure, nous ne passerons pas les 30 prochaines minutes à parler. On en a déjà longuement parlé lors des podcasts précédents de qui va jouer. Il y a des rotations. Notre-Dame joue un système de rotation, mais selon les informations que nous avons présentement, parmi les petites surprises que nous avons, c'est Gerby Lambert qui a été blessé la saison dernière, qui serait titulaire au poste de guard en remplacement de Charles Jagassa du côté droit. Au niveau talent, il n'y a pas de surprise, c'est un 5 étoiles. Lambert, là, c'est un joueur, même s'il n'a pas joué, le potentiel est là et le talent est là, mais c'est surprenant un peu puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, même lors d'un podcast précédent, on avait parlé de Sullivan Absher, qui est un petit peu un joueur passe-partout sur la ligne, qui avait été testé que, selon les informations, même Freeman avait annoncé comme quoi que c'est lui qui prendrait la place de Jagassa. Ça va être évalué parce qu'on ne sait pas pour le moment c'est combien de temps Jagassa va manquer. Les dernières infos, on parle peut-être de début octobre, un retour contre Boise State. Mhm. Mais là, la question se pose. Imaginez que Lambert arrive et Lambert, je vous fais un scénario parce que je ne suis pas inquiet pour la ligne offensive de Notre-Dame pour l'attaque au sol. La seule inquiétude pour cette année, c'est la passe, la protection pour la passe. C'était une faiblesse la saison dernière. Au sol, ça va bien, mais protéger le quarterback, c'est plus difficile à l'occasion. Ça demande beaucoup de coordination et d'entente et d'habitude de jeu entre les joueurs pour gérer les différentes pressions. Exactement. Alors, C'est un autre défi. imaginez le scénario suivant que CJ Carr arrive et finalement, ces petites lacunes-là, ben, ça fonctionne très bien contre Miami. Ça fonctionne très bien contre Texas A&M. Des victoires, je ne vous dis pas aisées, mais l'attaque s'installe et finalement, on arrive, on affronte des équipes comme Purdue, Arkansas et on arrive à Boise State et finalement, la ligne offensive accorde très peu de sacs et très Mhm. solide. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Si Lambert est très, très Ouais. bon, et là, je vous rappelle que Charles Jagassa a joué 3 matchs en carrière. Alors, qu'est-ce Et qu'on fait? Est-ce que sa place est réservée, oui ou non? ah bah, pour moi, elle est pas réservée. Pour moi, tant qu'une recette fonctionne, on la change pas. Euh, je, je suis un grand fan de The Last Dance et dans toute cette série, on voit à quel point le management des Bulls voulait absolument passer à autre chose alors que ils avaient la meilleure équipe entre les mains avec les 2 triplés qu'ils ont fait et on a derrière Chicago a pas regagné de titre depuis. Donc pour moi, tant qu'une recette fonctionne, j'aurais tendance à l'exploiter au max et donc même s'il a sûrement des ambitions pour sa carrière personnelle, Charles Lagusa, l'équipe passe avant. Et donc, on a vu que, surtout sur ces postes-là, les blessures peuvent aussi arriver fréquemment aussi en fin de saison. Et si on va en playoff, on va avoir besoin de joueurs capables d'apporter. Et donc, je pense que c'est un sportif et un compétiteur dans l'âme. Et donc, il sait que il y a toujours une opportunité qui existe, mais je ne lui redonnerai pas une position non, avec une ligne qui fonctionne bien. Je sais pas ce que tu en penses.
Absolument. Ben, c'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment. Puis, tu sais, les facteurs, rappelons-nous la saison dernière, le nombre de blessures que nous avons eues. Nous ne sommes pas à l'abri d'avoir d'autres blessures sur la ligne offensive. Il est trop tôt pour se poser cette question-là, mais c'est des beaux casse-têtes. Je vous dirais, lorsqu'on a trop de bons joueurs à certaines positions, non seulement ça crée des batailles intéressantes lors des pratiques, mais vous avez ces possibilités-là qu'il n'y a aucune place de garantie. Ça Mhm. amène le joueur à être à un certain niveau de performer, et si la performance n'est pas là, bien, écoute, le prochain va prendre la place et c'est lui qui va jouer. Fait que, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir cette évolution-là de la ligne offensive. C'est un bon test également pour le coach des O-line, parce que dans les dernières années, oui, pour l'attaque au sol, puis on sait que Riley Leonard, l'année dernière, a sauvé quelques sacs par sa mobilité. Mhm. Faut faire attention aussi, des fois, lui-même se mettait dans des situations difficiles par son déplacement. Là, c'est une nouvelle réalité. Là. C'est un quarterback plus traditionnel derrière la ligne. Alors, de voir comment tout ça va s'orchestrer et avec des receveurs de passe aussi, je ne veux pas dire plus talentueux, mais vous comprenez que lorsque des Jalen Greathouse prennent une année de plus d'expérience à la troisième année, les chances qu'ils soient inférieurs ou moins bons que la saison précédente, c'est mince. C'est assez Ouais. mince. Même chose pour Faison, c'est la même chose. Et Malachi Fields, nous n'avions pas un receveur de ce niveau. Il est sous-estimé présentement, ce Mhm. qu'il va apporter à l'attaque de Notre-Dame. Bon, je vais faire plaisir à tous ceux qui. Si Malachi Fields avait transféré à LSU, on le présenterait comme une des plus grandes inventions. On en aurait parlé au documentaire Netflix, mais il ne vient jouer qu'à Notre-Dame. Alors, je vous dirais que ce profil-là, regardez ce que Malachi Fields a fait la saison dernière à Virginia comme saison. Il n'a qu'à reproduire la même saison et nous serons emballés et satisfaits. Tandis que quand vous arrivez dans certaines grosses équipes du Sud, des fois, ils vont chercher un joueur qui joue dans la Sun Belt et on le présente comme ça va être révolutionnaire. Et là, je ne veux pas lancer une farce un petit peu à LSU, mais oui, des fois, j'ai l'impression qu'on a tendance à surestimer certaines équipes et certains joueurs parce qu'ils transfèrent et on oublie de qu'est-ce qu'ils ont fait la saison précédente dans leur équipe. Et il y a une raison pourquoi ils ont transféré. On s'éloigne du sujet. Je nous ramène. Euh, les autres, je ne veux pas nécessairement qu'on développe dans la depth chart parce qu'on se l'était dit dans des podcasts précédents. Tout ce qui est ligne défensive, la clé de Notre-Dame cette année va passer par l'intérieur de la ligne défensive. Et la capacité des edge à faire de la pression parce que la saison dernière, tout passait par les DT pour faire de la pression sur le quarterback, que ce soit Ward Cross et compagnie. Et là, comment on va réussir à remplacer ces joueurs-là, que ce soit Jason O'Neill, Donovan Einish aussi qui va prendre de plus en plus de place aussi, Qui est capitaine. Dawson. Oui, qui est capitaine. Puis je ne suis pas surpris qu'il soit capitaine. Donovan Einish est exactement l'image de son frère. Vous savez, la Ouais. définition de ces joueurs issus de milieux ouvriers, peut-être modestes, on appelle ça des cols bleus au Mhm. Canada. Je ne sais pas si on a la même expression en Europe. C'est ces employés d'usine un peu Ouais, qui ouais, si. manufacturiers. Mhm. Je ne vous dis pas que sa famille vient nécessairement de là, mais cette tradition, il savait qu'il n'avait pas les mêmes capacités que les autres joueurs lorsqu'il s'est joué à Notre-Dame. Il savait que le chemin allait être long, mais il connaissait la recette parce que son frère avait suivi le même chemin. Et les Ouais. résultats sont là. Les résultats sont là. Il s'est développé physiquement. Il est plus fort, il est plus gros. Et écoutez, ce ne sera pas un premier choix d'NFL, mais pour le rôle qu'on va lui donner dans un système de rotation, il va faire le travail. Fait que c'est pour ça que cette Mhm. présence-là à l'intérieur de la ligne défensive va dicter le ton, même contre Miami, je vous dirais, parce que Miami aussi a beaucoup de points d'interrogation dans leur Ouais. alignement. Alors, ça va jouer, mais j'ai hâte de voir les edges. C'est très difficile de les évaluer parce que la saison dernière, on a eu énormément de blessés. Personne ne jouait Mhm. de façon régulière. Et là, tout ce beau monde-là qui est de retour dans l'équipe, ben, ça va être un défi de suivre. Fait on ne parle pas nécessairement de qui est titulaire ou pas. C'est pas important parce qu'ils vont tous jouer. Euh, Non, exactement. Comme Safe. tu le dis, ouais, comme tu le dis, on a plein de talents à suivre sur ce début de saison à différents postes et on en profite, enfin, on analysera et on relèvera les performances des différents joueurs et ce qu'on voit en termes d'alignement sur les premiers matchs de la saison. J'en profite, justement, on parle pour finir sur les joueurs dont on parlait. Euh, J'en profite pour vous rappeler la blessure du running back Caden Young Ouais, oui. et de tight end Kevin Bowman qui revenait pour une sixième année.
après avoir déjà subi 2 grosses blessures au genou sur les 3 dernières saisons. Il a resubi une très grosse blessure au genou cette année, et donc il a décidé de prendre sa retraite. Il restera autour du programme pour apporter son expérience à toute l'équipe. Mais ces 2 blessures. Alors pour Keldon Young, c'est dans une room où, comme on l'a dit, il y a beaucoup de joueurs, et donc c'était un freshman, donc un jeune talent, et donc nul doute qu'on le verra dans les prochaines années. Et Kevin Bowman, c'était l'occasion d'avoir une dernière année, mais voilà, il va quand même profiter de cette année pour rester autour du programme. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Ben, ce qui va nous manquer, Young, j'ignore la contribution parce qu'il y a tellement de running back dans cette Ouais, chambre-là. Mais ce qui est un fait, c'est que Young avait pris 15 livres cette année. Entre la fin de la saison et le début du camp, il était rendu à 243 livres. Fait un physique de fullback, fait que on le voyait peut-être en situation de 3e et 1, 4-1, pour des gros jeux pour aller ouais, chercher la verge supplémentaire. Mais écoutez, si c'est pas lui, ce sera Love. Là. Je veux dire, on est pas mal foutu ouais. avec les joueurs que nous avons là. Fait que dans le cas de Bowman, ben, comme nous avions beaucoup de points d'interrogation au poste de Tyen, est-ce que Reardon va livrer la performance? On ne le sait pas. Flanagan, le retour de blessure. Ty Washington, qui a eu quelques défis à s'ajuster au début du camp. Ouais. C'est un nouveau système. C'est un joueur aussi qui arrivait, qui a transféré d'Arkansas, si je ne me trompe pas. Hein. Arkansas, ouais. Ouais, puis qui avait des points d'interrogation. Bowman amenait un peu de sécurité, mais on dirait que Bowman, c'est triste, mais le physique, à un moment donné, c'est très, très exigeant, le football. Mm. La lumière arrive au bout du tunnel. Là. On sentait, on s'accroche à un programme, mais clairement, faut tourner la page. Ce serait intéressant de voir si le freshman, mais j'ai pas eu d'informations à savoir de son développement, James Flanagan, euh, Ouais. fils d'une ancienne légende également qui a joué à Notre-Dame, Mhm. à savoir qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Mais écoutez, je pense que les Titans seront moins sollicités cette année avec la force de nos wide receivers. Un bowling qu'on n'a pas parlé, ben c'est sûr qu'il y aura plus de contributions de ce côté-là. Ouais. Et on peut faire déjà une prédiction. Je vous rassure, je suis convaincu que Carr, Minchey, le duo, là, peu importe, auront plus de verges ou de yards dans les airs que ce qu'on a connu la saison dernière avec Riley Leonard, avec ses 2861 verges. Je suis convaincu qu'on aura un jeu aérien plus équilibré cette année. Parfait. Et ben, je propose qu'on parle justement un petit peu et qu'on mette notre effectif et les points forts qu'on a soulignés en opposition avec les différentes équipes qu'on va affronter cette Oui. saison, et qu'on passe au calendrier. Et donc, ce que je propose comment on va le faire pour notre auditoire, on va commencer par la fin de la saison pour finir avec le premier match de la saison qui aura lieu, comme je vous l'ai dit, en fin de semaine pour nous. Et comme ça, on pourra revenir bien en détail à quelques jours du, euh, du match sur les points importants, et puis vous donner notre pronostic. Donc pour conclure la saison, Notre-Dame se déplacera le samedi 29 novembre à Stanford, du coup en Californie, pour y affronter Stanford, cette université prestigieuse de Californie. C'est un duel semi-classique pour Notre-Dame. C'est quand même un 40e affrontement. J'ai souvenir d'actions mémorables. On se souvient du mur de Montaï, Oui. avec Montaï Teo au début des années 2010. Et donc, c'est quand même une équipe qui m'a laissé un souvenir personnellement. Tu as visité le les der- campus aussi, hein? Tu as visité le j'ai visité campus. le campus, ouais. J'y étais en septembre l'année dernière, il y a à peu près un an, et j'y ai passé une journée. Et c'est vraiment magnifique, à la fois le campus, et j'ai croisé quelques joueurs de foot américain. On les reconnaît avec leur sac à dos et le logo de foot américain sur le dos avec leur numéro. Et j'en ai croisé sur le campus. Et c'est franchement un très beau lieu. Et même leur stade n'est pas énorme, mais je le trouve assez sympa. Et puis il est au milieu d'un très grand complexe. Malheureusement, c'est une université qui est plutôt dans une dynamique compliquée depuis quelques années. Ils ont plus de joueurs de niveau de Christian McCaffrey comme ils ont pu avoir à la décennie précédente. Et donc, je pense que ça risque d'être un affrontement qui ne devrait pas poser de problème à Notre-Dame.
selon comment la saison devrait aller, mais on connaît le calendrier de Notre-Dame et on a quand même une bonne idée de comment ça devrait aller. Donc Ouais, voilà, je sais. ce qui est malheureux Ouais. avec Stanford, puis tu as visité le campus. Il y a un manque de volonté, clairement. Même si Andrew Luck est rendu le directeur gérant, le general manager de Stanford, il a amené son bon ami, l'entraîneur Frank Reich. Frank Reich, si vous vous rappelez, c'était l'entraîneur des Colts d'Indianapolis dans la NFL. Pour les plus vieux qui nous écoutent en ce moment, moi, mon souvenir le plus lointain de Frank Reich, dans les belles années des Bills de Buffalo des années 90, il y avait Jim Kelly qui était le quarterback titulaire. Et il y avait un numéro 14 qui était sur le banc, qui le regardait lancer des ballons saison après saison, et c'était Frank Reich. Mais sauf qu'à chaque fois que Frank Reich embarquait sur le terrain, il était un substitut d'une très grande qualité. Il a gagné des matchs à lui tout seul. Si je me rappelle bien, l'un des plus grands retours du football professionnel, c'était entre les Bills et les Oilers de Houston dans les playoffs. Et je crois que les Oilers menaient par 31 points et c'est Frank Reich qui avait ramené la victoire en série éliminatoire contre ces Oilers-là. Si vous avez les highlights sur YouTube. Tout ça pour dire que par plaisir, Frank Reich est plus un entraîneur intérimaire. Il est là pour stabiliser un programme qui a perdu beaucoup de lustre et Stanford ont les mêmes défis que Notre-Dame, c'est-à-dire que les transferts, c'est beaucoup plus difficile pour des raisons académiques. Manque d'investissement, manque de leadership, et même dans les belles années de Stanford, un stade qui a beaucoup, beaucoup de difficultés à se remplir, même dans les gros duels. Ouais. Ils ont eu une grâce pendant peut-être une décennie, puisqu'ils ont embauché deux excellents entraîneurs en Jim Harbaugh. Ouais. Bon, Monsieur Scandale, Monsieur Michigan, Monsieur et tout, mais quand même un entraîneur d'une très, très grande qualité. Tu as parlé de Christian McCaffrey, mais même d'amener un système, je Ouais. pense, très, très appuyé sur une ligne offensive forte avec un contrôle du ballon. Le même style qu'il a amené à Michigan, qui leur a permis de gagner le championnat national. Et David Shaw, qui a poursuivi un peu cette lignée-là, la même recette. Même David Shaw était le coordinateur offensif. Si je me rappelle bien de Jim Harbaugh, c'était la même famille. Mais depuis le départ de David Shaw, et je ne sais pas si tu as eu l'occasion en fin de semaine, pour les mordus, le meilleur match du week-end, c'était Stanford à Hawaii. Il y a eu celui-là. Il y a eu également Kansas State, que je vous dirais qui était très, très agréable en Irlande contre Iowa State. Mais Ouais. C'est à fini sur un Hawaii, walk-off field goal, non? mais Ah ouais. oui, oui, vraiment là, un field goal sur le dernier jeu, mais Stanford, là, je suis désolé, puis je m'excuse s'il y a des fans de Stanford qui nous écoutent ensemble. Mais vous êtes mauvais, mais vous êtes vraiment mauvais. Vous êtes nul, 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 nul. Le nombre de passes que le quarterback a tenté, quarterback qui est un ancien d'Oregon State, Ben Gudbranson, la passe est dans les mains. Et là, le receveur qui fait deux, trois pas, trébuche sur le tapis et échappe le ballon. Mauvais, mauvais, mauvais. Je ne vois pas comment Notre-Dame ne pourra pas détruire cette équipe-là. Là. Parmi les seuls éléments intéressants à surveiller, il y a C.J. Williams. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est un ancien joueur qui avait été engagé à Notre-Dame comme wide receiver et qui avait transféré. Il a joué à Wisconsin la saison dernière, a capté trois passes, je pense, ce week-end. Parmi les autres éléments, on a un tie-in intéressant avec Sam Rouch aussi, qui est un joueur à surveiller, qui est quand même. Il y a du potentiel, parce que dites-vous que des universités comme Stanford, au niveau académique, peut interpeller certains joueurs de haut niveau qui veulent réussir dans la vie et pas juste mettre toutes leurs billes dans le football. Alors, Sam Rouch est quand même une recrue. Il est rendu senior, mais 4 ans dans le programme, mais à l'époque était très, très bien évalué parmi les meilleurs tie au pays. Et on a sur la ligne offensive Simeon Paley, également un très, très bon joueur de ligne offensive, mais mis à part ça, oh que c'est mauvais. Oh que c'est Ouais. mauvais. Alors, je passe rapidement, mais Notre-Dame par 45 points, vous pouvez déjà mettre le pronostic, ça va être un match assez facile. Il n'y aura pas de duel, mais à noter, le premier match entre les deux équipes, pour remonter en 1924, c'était au Rose Bowl et les Irish avaient gagné 27-10. Saison dernière, 49-7. Ça avait été également. Est-ce que CJ Carr ou Kenny Minchey ou même Tyler Buckner auraient de la difficulté contre cette équipe? Non, ça va être facile. Si Hawaii a gagné, aucune inquiétude pour vous. Voilà. Euh, donc, ça sera pour le match le dernier match de la saison qui sera le 29 novembre. La semaine d'avant ça, ce sera Senior Day à South Bend pour Notre-Dame le 22 face à Syracuse. On accueillera
notre ancien backup quarterback Steve Angeli, qui a eu son moment de gloire lors du match face à Penn State avec un 2-minute drill très bien exécuté et qui est un joueur qui a transféré du coup cet été et qui a gagné pendant ce camp d'automne sa bataille pour être QB1 cette saison avec Syracuse. Donc ça sera un retour d'un ancien quarterback à la maison. Syracuse, une équipe de l'ACC qui on les a joués il y a 2 ans et ça s'était plutôt facilement passé pour Notre-Dame. Ils ont un calendrier où ils jouent quand même pas mal d'équipes avec Clemson et Tennessee également en première semaine. Donc ça va être pardon, et Miami surtout aussi de leur conférence qui joue et ça va. C'est une équipe qui a un gros calendrier de sa conférence, mais qui arrive à Notre-Dame aussi en fin de saison lorsque les physiques seront bien fatigués. Et donc, je pense que Notre-Dame est quand même largement au-dessus de Syracuse et devrait s'imposer sans trop de soucis à domicile pour Senior Night. Oui, Fran Brown a fait tout un travail, là. 10 victoires, 3 défaites la saison dernière. C'est le même Syracuse qui a vaincu Miami 42-38 pour finir la saison Okay. l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous Ah oui, rappelez. Et là, c'était Ward un avait joué bel upset. tout le match. Là. Je veux dire, c'est la défaite qui a exclu les Hurricanes des C'est vrai. playoffs. Ils sont arrivés également dans leur bowl et ils ont battu Washington State 52-35. Fait que, sauf que le souci pour Fran Brown cette année, c'est que oui, c'est beau Steve Angeli, mais si on regarde, le running back numéro 1 est parti. Les trois principaux receveurs de passe, Meeks, Peña et Gedson, ont quitté. On parle de receveurs qui avaient capté 78, 84 et 73 passes. C'est plus difficile de distribuer le ballon quand vous perdez ce potentiel-là. Darrell Gill sera de retour quand même, qui est un joueur à surveiller, qui a du potentiel quand même, qui a capté 31 passes la saison dernière. Mais la question, encore une fois, se pose, est-ce que Steve Angeli sera toujours le titulaire à la fin de la saison lorsque les Orangemen vont visiter? Parce que Angeli, oui, mais il a été nommé le titulaire au moment où on se parle, mais il faut être réaliste, là. Angeli n'a presque jamais joué. Et si on compare à Kyle McCord, mais McCord avait été titulaire à Ohio State pendant une Oui. saison. Alors, si dans votre idée, vous vous dites que Steve Angeli va lancer 4700 yards dans les airs cette année, vous allez vous tromper. Ça ne sera pas ça. Ça va être une équipe plus équilibrée qui devra jouer au sol. Et le défi qu'on a, ben, c'est si on n'a pas de Superman un peu comme quarterback, est-ce que Syracuse pourra performer au même niveau? Puis j'ai bien aimé ce que tu dis, Tennessee pour commencer, à Atlanta. Ouais. Clemson le 20 septembre, c'est pas facile. À SMU au mois d'octobre. Vous avez Georgia Tech qui n'est pas facile non plus le 25 octobre. North Carolina pardon, avec Bill Belichick aussi le 31. Miami, Notre-Dame, et vous terminez la saison à Boston College. Boston College, qui est souvent une équipe très difficile à jouer au mois de novembre lorsqu'il commence à faire froid. Et, sauf que ce match-là sera à l'intérieur, par exemple. Ça sera dans le stade de Syracuse. Euh, je suis un peu comme toi. Je pense pas. Notre-Dame a plus de talent que Syracuse. N'allons pas plus loin que ça, mais Syracuse pourrait quand même avoir une saison surprenante. Je les vois quand même peut-être se rendre à 8 victoires cette saison. Fait que c'est quand même des belles victoires pour Notre-Dame pour aller Ouais. chercher des points précieux pour le vote pour la fin, pour le classement final. Tout à fait. C'est une équipe quand même théoriquement un petit peu plus au-dessus de Stanford et qui devrait jouer un bowl en fin de saison et avoir un bilan positif. La semaine d'avant ça, Notre-Dame se déplacera à Pittsburgh le samedi 15 novembre à un horaire pas encore annoncé pour y affronter donc Pittsburgh Pitt. C'est le 74e affrontement entre les deux équipes avec un premier duel qui remonte à 1909. Donc c'est un duel quand même avec une part d'histoire. Euh, qui est,
Qu'est-ce que tu aurais à dire sur Pitt? Je t'avoue Ben, que je suis pas. c'est difficile d'analyser Pitt parce que la saison dernière, l'ancien quarterback d'Alabama, Austin, a été blessé une Mhm. bonne partie de la saison. C'est un sophomore cette année. Ouais. Je pense qu'on peut se permettre d'espérer que Pitt va connaître une très, très bonne saison. Euh, Bah, on dirait, surtout que leur calendrier a l'air plus simple déjà que ouais, Syracuse, qui est aussi dans la SEC dont on parlait juste avant. Ils jouent de leur conférence en termes de grosses équipes que Miami. Et il y a pas Clemson ou SMU. Donc, mhm. euh, Narduzzi, qui n'est pas un grand fan de Notre-Dame, ne soyez pas surpris, le coach de Pitt, lorsqu'il a l'occasion de pointer Notre-Dame, les conférences, tous les clichés, lui ne digère pas que les équipes du ACC doivent jouer 5 matchs contre Notre-Dame. Il va se gâter. C'est sûr qu'il va se gâter en conférence de presse. Du côté de Pitt à surveiller, oui, le quarterback Austin, mais Desmond Reed, excellent running back également, qui a fait un travail intéressant la saison dernière. Alors, le combo Austin-Reed va amener une dimension très, très intéressante. Au niveau défensif, Kyle Lewis, linebacker aussi. Euh, et Narduzzi est un ancien de Michigan State et vient de cet arbre-là. Et c'est souvent des défensives très, très physiques, des linebackers qui font de la puissance. Tu sais, le profil Big Ten que l'on connaît, qui joue dans le mhm. froid. Ce match-là est le 15 novembre. Il va faire froid à Pittsburgh. Ouais. Euh, j'ai peur que ce match-là soit présenté sur le réseau de ACC, là, qu'il ne soit pas sur les grandes chaînes. En tout cas, ça sera surveillé. Mais sinon, ça pourrait être une partie qui pourrait être présentée à heure de grande écoute si Pittsburgh a une très bonne saison. Parce que, comme tu l'as bien dit, Duquesne pour commencer, Central Michigan, bon, la rivalité avec West Virginia, c'est un classique. Là. Ceux qui sont des partisans de Pitt, West Virginia, c'est des anciens ennemis du Big East à l'époque. Il n'y a peut-être même pas une heure de route entre les deux campus. C'est une belle rivalité. Il y a Louisville, peut-être, qui peut être un duel plus exigeant. Boston College, Florida State, Syracuse, on a parlé tantôt. NC State, qui est une boîte à surprise, le même Stanford qu'on a parlé il y a quelques secondes. Et on arrive contre Notre-Dame. Il serait possible que Pittsburgh se présente à Notre-Dame avec une seule défaite dans sa saison et soit classé dans le top 25. Euh, Complètement. et non seulement ce serait possible, mais ça serait possible que ça pourrait être notre Northern Illinois de cette année ou notre Marshall de cette année, c'est-à-dire la défaite qu'on ne voit pas venir, qu'on n'est pas prêt parce qu'on a eu beaucoup d'émotions et on ne s'est pas préparé adéquatement contre une équipe. Fait que la fameuse catégorie Upsert Alert, qu'on appelle alerte pour une surprise, c'est à encercler cette date du 15 novembre-là, surtout si cette partie-là se joue le soir. Traditionnellement, Pitt, le stade, c'est le stade des Steelers de Pittsburgh, c'est le Heinz Mhm. Field, il n'est pas plein, mais quand Notre-Dame vient, le stade est plein à craquer. Ouais. Alors, il va y avoir de l'ambiance. Si c'est le soir, ben, ça pourrait jouer. Mais encore là, je ne pense pas que Pitt va battre Notre-Dame. Mais est-ce que Notre-Dame peut perdre contre Pitt? C'est pas la même chose. Est-ce que Notre-Dame ne C'est pourrait ne pas se présenter? C'est le plus ça mon inquiétude. tu l'as bien dit, ça sent le match piège euh, complètement pour ce déplacement à Pitt mi-novembre. Euh, la semaine d'avant, Notre-Dame recevra pardon, Navy, enfin l'équipe de foot de l'université de Navy à Notre-Dame Stadium euh, pour euh, pour y affronter donc cette équipe qui, pour le coup, là, c'est bien une rivalité historique entre Notre-Dame et la Navy, une rivalité donc, qui remonte à 1927 pour le premier match, et ce sera son 98e affrontement entre les deux équipes. C'est énorme, hein? Euh, non, mais c'est très très long. Je crois que la série a uniquement été interrompue lors des années de guerre et c'est vraiment une grosse fraternité. Les deux universités sont également très liées parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les militaires américains étaient envoyés sur le front, la Navy a envoyé des étudiants être formés à Notre-Dame et donc il y a également des liens entre les deux universités qui font que les deux universités sont très proches. Euh, Notre-Dame domine la série 83 victoires à 13 pour un match nul. La dernière victoire remonte à l'année dernière au Yankee Stadium dans un match qui était voilà, une balade de santé pour Ouais. Notre-Dame.
C'était East Rutherford. Le Yankee, c'était Army. C'était le stade des Oui, Giants et des Jets. effectivement. 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 Ah oui, c'est vrai que c'était à Navy, oui. Euh, et donc oui, ah oui, mais c'était également une victoire 50-14 Oui. dans lequel Notre-Dame s'était largement imposée et, euh, et donc voilà. Mais pourtant, la Navy a réalisé une bonne saison l'année dernière et était classée au moment où on les a affrontés. Oui. Et c'est une équipe qui est en progrès également depuis personnellement que je les ai vus en Irlande à Dublin. On sent que voilà, l'équipe se développe et ils arrivent à proposer de belles performances. Oui, je crois que ça pourrait être le Army de cette année. D'ailleurs, il y Mhm. a plusieurs spécialistes qui les voient comme champions de la conférence américaine. Ok. D'ailleurs, conférence américaine, est-ce qu'elle a changé de nom? Il me semble qu'il y a de quoi aussi qui a été annoncé durant l'été, je pense, vis-à-vis cette conférence-là. Il me semble qu'il y a un logo. Je pense que c'est plus Sur American ESPN, Athletic ou c'est juste pour American, moi, je c'était encore pense. américaine. Je crois que c'est juste américaine. Ouais. OK. On a enlevé l'athlétique. Je pense qu'avant ça, c'est Ouais. la AC. Là, je pense que c'est American Mhm. tout court. Ouais. Navy, tu le disais toi-même tout à l'heure, ils étaient 24e lorsqu'ils ont affronté Notre-Dame. Parmi les spécialistes, certains les voient même peut-être dans les playoffs cette année. C'est une équipe qui pourrait terminer la saison avec une fiche de 11 victoires, une défaite en étant champion de l'American Conference, qui pourrait leur donner un bye ou une possibilité de jouer dans les playoffs. Il ne faut pas rire. Navy a vaincu Oklahoma en bowl la saison dernière, 21-20. Ouais. Ils ont eu des grosses victoires. Malheureusement, c'est lorsqu'ils ont joué Notre-Dame. Ils étaient 24e, Notre-Dame 12e. Ça a été une balade dans le parc. Ça a été assez facile. Mais si on regarde les instruments de Navy, c'est pas compliqué. Tout le monde revient. Si je regarde l'attaque au sol, le quarterback Blake Howard sera là. Il a gagné 1246 yards au sol la saison dernière. Le running back numéro 1, Texas, est là également et de retour. Le deuxième est là au complet. Si vous regardez tous ceux qui ont porté le ballon la saison dernière, sur 10 joueurs potentiels, vous en avez 9 qui sont de retour. Navy n'a pas de problème de transfert. On quitte rarement Navy. On quitte pas Ouais. l'armée comme ça. Malgré que je dis ça, mais le running back de Army a quitté, lui. Je pense qu'il a transféré pour jouer dans un autre programme cette année. Je pense Ok. avec Baylor, si je ne me trompe pas. Mais généralement, on ne quitte pas l'armée. Alors, Newberry, comme head coach, a fait un travail très honnête. Tu l'as dit toi-même. Et il avait quand même l'ancien coach qui était là, Ken, de la misère à prononcer le nom de famille parce que c'est un Hawaïen, là, Ken Amio Lolo, quelque chose comme ça. Il est maintenant head Ok. coach de San Jose State. Euh, Ok. désolé si ma prononciation était inefficace, mais vous regardez le travail honnête de reconstruire Navy. Et le défi avec Navy, c'est que c'est le même bassin de joueurs que Army et Air Force. Vous recrutez un petit peu dans les mêmes joueurs, des joueurs généralement 3 étoiles ou moins, qui ont abandonné le rêve ou qui n'ont pas eu nécessairement de scholarship, de bourse d'études offertes pour jouer dans des programmes plus petits. Fait que c'est un profil très, très, très différent, mais c'est un concept d'équipe qui est extraordinaire. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime le triple option ou ce genre d'attaque-là, malgré que Ouais. Navy ont développé leur attaque. La saison Je- dernière, ils ont lancé Dans ma tête, 1500 verges. c'était un peu moins de la triple option quand même. Oui, Ça ouvrait un petit peu le playbook, mais c'est vrai qu'historiquement, c'est une équipe qui joue la triple option et qui court beaucoup et qui ont des joueurs sacrément physiques oui. et ouais, ça va être un duel intéressant. Notre-Dame, qui est aussi une équipe qui aime bien porter le ballon, mais pour le coup, historiquement, Navy, vraiment, 3 quarts des actions sont des jeux de course et des tentatives de feinte. Tu l'as bien dit, c'est des équipes très en forme et très physiques. Fait que l'aspect défensif, généralement, vous allez retrouver des joueurs très intéressants, que ce soit dans les linebackers. À noter parmi ceux qu'il faut peut-être, je dis surveiller, on pourra en reparler rendu là, mais au niveau des DT, Landon Robinson, quand même, qui est membre de la première équipe d'étoiles de la conférence aussi, qui sera surveillé. Puis vous avez plusieurs, autant linebacker et cornerback, que ce soit des Andrew Hart, Luke Paris aussi, qui sont des joueurs qui seront de retour. Fait que rien, tu sais, je veux dire, c'est un match à la Navy, c'est pas compliqué. Là. C'est un match qui contrôle le ballon. Eux, là, j'allais dire une possession idéale, c'est que on prend le ballon à la ligne de 12 et dans un monde idéal, ça peut prendre 3 minutes pour gagner le premier jeu. On est très heureux. Et si on est capable de
d'écouler 12 minutes du cadran pour aller marquer un touchdown, c'est le bonheur total. Alors, eux, les pires matchs contre Notre-Dame que Notre-Dame a joué, c'est des matchs où que Notre-Dame a eu 3 ou 4, mettons 5 possessions maximum. C'est difficile de marquer 40 points lorsque vous avez 5 possessions parce que l'autre équipe conserve le ballon et gruge du temps continuellement. C'est le défi, mais ça n'a pas été un souci dans les dernières années d'arrêter Navy. On dirait qu'on a trouvé la recette. Ça sera à suivre, mais ça va être un autre duel intéressant. C'est un très beau calendrier cette année. Ouais, tout à fait. Et Marcus Freeman, lui, n'a jamais connu la défaite face à Navy pour le moment. Et je pense que tient particulièrement à garder son palmarès clean face à ce rival historique de Notre-Dame. La semaine d'avant, pour débuter le mois de novembre, le samedi 1er novembre, à un horaire à nouveau pas annoncé, Notre-Dame se déplacera à Boston College. Ce sera le 28e affrontement entre les deux équipes. Notre-Dame mène 18-9. 6 victoires à 4 à Boston College, comme quoi ça peut, l'avantage du terrain joue également en foot américain universitaire. Notre-Dame avait néanmoins gagné le dernier duel en 2023 sur une large victoire 44-0 dans un match dans lequel il n'y avait pas eu match. Et Boston College, c'est une équipe que Notre-Dame a globalement sur les derniers duels réussi à dominer. Et c'est une équipe plutôt du bas de tableau de l'ACC. Et sur lequel, alors on l'a vu, il peut toujours se passer quelque chose sur la route à l'extérieur en college football, mais ça devrait ne pas être un souci pour Notre-Dame et être une nouvelle victoire décrochée sur la route à accrocher au palmarès. Oui, Bill O'Brien, qui est l'ancien head coach de Penn State, qui a coaché également dans la NFL avec les Texans de Houston et l'entraîneur-chef là-bas. Écoutez, Boston College, il faut être réaliste. Là. Si on prend une photo, les 10 dernières années, 2015, 3-9, 7-6, 7-6, 7-5, 6-7, 6-5, 6-6, 3-9, 7-6 et 7-6 la saison prochaine. Alors, si vous espérez qu'ils gagnent peut-être le championnat national, ce n'est pas une équipe qui a nécessairement le profil, mais il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs, puis c'est des équipes. Bill O'Brien est un très, très bon coach et surtout, sa grande force, c'est un très bon coach pour développer un quarterback. Et pour développer un bon quarterback, ben, ça prend un petit bijou, des fois en arrière de la pochette protectrice. Et cette année, ce petit bijou-là s'appelle Dylan Longeron, qui est un ancien quarterback d'Alabama, qui en a sa 2e saison. C'en est un qui a transféré. Et au niveau high school, lorsqu'il a été recruté il y a 2 ans, c'était le 10e meilleur quarterback disponible au niveau high school. Fait que dans le fond, c'est un très, très bon quarterback de 6 pieds, 212 livres. Fait que c'est pour ça que les outils sont là. Alors donc, on va pouvoir construire autour de lui. Qui dit Boston College, c'est des défensives très, très, très physiques. Généralement, c'est ce qu'on retrouve. Alors, à surveiller au poste de Will, Davion Crouch, qui est un joueur sur la première équipe étoile de l'ACC. Et au niveau des safety, Keebe Price, qui a connu une extraordinaire saison l'année dernière avec 85 plaqués, a réussi 2 interceptions et a même réussi un plaqué pour des pertes de terrain aussi, et a créé un revirement aussi. Keebe Price est à surveiller en couverture aussi. Mais comme on se disait, oui, il va faire froid. Ce genre de match-là à Boston College, je m'attends aussi que ce soit le genre de jeu peut-être en soirée. Ça pourrait être surprenant, tout dépendant de la fiche de Boston College. Mais si on regarde Boston College, Fordham, qui est une équipe inférieure, on s'entend qu'on devrait gagner. Michigan State à Michigan State. Michigan State, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas vu un signe que cette équipe-là reprend vie, j'ai des doutes. Stanford comme 3e match, California, fait que, ça pourrait être un 4-0 rapidement pour Boston College dans leur saison. Ouais. À Pittsburgh, ça pourrait être plus serré. Clemson aussi. Mettons, on est rendu à 4-2. Connecticut, 5-2. Louisville, pile ou face. Et là, on arrive avec Notre-Dame. Fait que, c'est une équipe qui pourrait être bien positionnée, mais clairement pas une équipe dangereuse comme on pense. Complètement. Je te propose que l'on enchaîne et que on passe pour le coup à un match bien plus historique dans l'histoire de Notre-Dame. L'affrontement face à USC le samedi 18 octobre à 19h30 heure locale, 1h30 heure française. Pour ce duel historique, ce potentiellement dernier affrontement, le contrat il s'arrête cette année.
Je sais plus. Il y a de la négociation, il y a de la rumeur. Si on écoutait Lincoln Riley, le contrat serait annulé parce que tout le monde sait que le Big Ten a un calendrier nettement plus difficile que n'importe quelle conférence. Si on écoute Lincoln Riley, c'est pas compliqué, là. Northwestern, c'est le même niveau qu'Alabama. Minnesota, c'est Georgia. Iowa, le même calibre à s'y méprendre que South Carolina. Ça joue dans les mêmes ligues. LSU, écoutez, LSU puis Northwestern, c'est le même niveau. Même pareil. Fait qu'à l'entendre se lamenter comme ça, lui voudrait mettre fin à ça pour simplifier, parce que c'est ce genre d'entraîneur-là. Le jeu de coulisses qui se joue en arrière présentement, puis on l'a vu, le SEC l'a annoncé cette semaine. La SEC a annoncé la nouvelle qu'ils voulaient jouer 9 matchs de conférence. Ce que j'aime de la nouvelle, c'est qu'on veut forcer la tenue d'un match contre une équipe du Power 4, ce qui est une bonne nouvelle. Mais ce qui est injuste derrière ça, c'est que j'aime le 10 matchs, mais pourquoi 9 matchs contre le SEC? T'sais, on parle de conférence à 16 équipes. Fait que tu n'as plus nécessairement l'opportunité d'affronter toutes les équipes de ta conférence. Mais ce que ça va entraîner comme spéculation, c'est qu'effectivement, c'est qu'une fiche de 9 victoires, 3 défaites en SEC, c'est plus fort qu'un 10-2 dans une autre conférence sans même analyser qui on a joué. Et le Big Ten traîne cette réputation-là de prétendre que le Big Ten est plus fort. Il y a des bonnes équipes là, dans le Big Ten. Puis on en a parlé au dernier podcast. Ohio State va jouer généralement des gros duels à l'extérieur de sa conférence. On le fait encore cette année contre Texas. Michigan va le faire également. Mais lorsqu'on voit des Penn State qui se cachent derrière, des duels faciles, 3 matchs faciles pour commencer la saison. On en parlait Michigan aussi dans les saisons passées, qui avait des calendriers plus faciles aussi, en se justifiant Nebraska, là, je ne veux pas être plate, mais Nebraska, ce n'est pas une puissance. De là, c'est pour ça que j'admire un Georgia qui fait l'effort à chaque année de jouer son Georgia Tech, qui va même ajouter des fois un duel contre Clemson, malgré qu'on joue contre Alabama durant la saison. Ça, je suis pour. Mais de voir USC qui se sert de cette excuse-là pour peut-être abolir une des plus belles et riches traditions du football universitaire. Lincoln Riley ne joue pas pour USC, ne joue pas pour le championnat national. Lui, il ne joue que pour avoir la plus belle fiche possible à la fin de la saison. Je ne veux pas envoyer une petite pointe à Brian Kelly, mais on a senti aussi ce phénomène-là avec Notre-Dame, avec l'arrivée de Brian Kelly, qu'on ne jouait pas les mêmes calendriers que Lou Holtz pouvait jouer à l'époque. Là. On ne jouait plus les gros joueurs. Là. On jouait des plus petites équipes. Ça améliore la fiche. Ça nous fait un head coach qui est le plus victorieux de l'histoire, mais si on se posait la question, il n'aurait jamais battu les autres head coachs de Notre-Dame. Ouais, comme tu le dis, si vous avez écouté les podcasts précédents, on a déjà rapidement parlé de cette potentielle fin de série entre Notre-Dame et USC, qui est pourtant peut-être une des top 3, top 5 rivalités de football américain universitaire et qui remonte à 1926. Notre-Dame USC, c'est aussi toujours ou très souvent des matchs où il se passe des choses de fou et des moments historiques. On se souvient que l'année dernière, on a vécu un dernier match en Californie qui était quand même très très serré face à une belle équipe de USC qui s'est bien accrochée et qui s'est libérée avec 2 pick six réalisés par Christian Gray et Xavier Watts. L'année d'avant, USC était invaincu et se déplaçait un petit peu comme là en milieu de saison à Notre-Dame, en étant invaincu avec le Heisman Trophy dans leur rang. Et au final, il a fini par lancer 3 interceptions dans la première mi-temps et il s'est fait bench avant la fin du 3e quart-temps. Donc, c'est toujours des matchs particuliers Notre-Dame USC. On espère évidemment qu'ils vont continuer et qu'on continuera à pouvoir en avoir dans le futur. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe, même si c'est une équipe en reconstruction, c'est une belle équipe et qui a toujours des joueurs pépites un petit peu qui sont capables de très belles actions. Écoute, je regarde l'alignement, puis il faut avoir en tête, tantôt j'ai peut-être été méchant, et je m'en excuse pour Lincoln Riley, mais Lincoln Riley, ce qu'on doit lui donner, il a développé des quarterbacks, il les envoie, des gagnants de trophée Heisman, des premiers choix de la draft de la NFL.
il a la capacité de développer quand même des quarterbacks. Baker Mayfield qu'on voit sur le terrain, qui a du succès dans la NFL, c'est Lincoln Riley qui est derrière tout ça. Jalen Hurts avec les Eagles de Philadelphie. Rappelons-nous qu'il avait transféré d'Alabama à Oklahoma. Mais je regarde, on aura Maeva comme quarterback qui en est à sa 2e saison dans le système, fait que devrait faire mieux cette année. Quelques interrogations peut-être au sol. On a Eli Sanders qu'on est allé chercher d'Iowa State qui sera surveillé. Ils ont perdu les 2 frères Branch qui ont transféré les 2 joueurs qui créaient quelques flashs à l'occasion sur le terrain, mais je pense que globalement n'ont peut-être pas livré ce qu'on espérait de ce côté-là. Mais de façon honnête, Malachi Lemon revient, Jacoby Lane comme wide receiver. Les 2 cibles préférées seront de retour cette année. Au niveau défensif, à surveiller, si je vous dis le nom d'Anthony Lucas comme DN, si vous êtes des érudits et des vrais fans qui suivaient le recrutement de Notre-Dame, rappelons-nous, ça avait été une cible il y a à peu près 3-4 ans. Il avait passé tout près de s'engager avec Notre-Dame, finalement avait choisi Texas A&M, la fameuse année où on avait signé 30 joueurs de ligne défensive qui jouaient tous la même position et qui ont tous transféré ailleurs après ça. Et qui, évidemment, que Texas A&M, c'est une blague, il y a du sarcasme dans ce que je vous dis, mais on en avait signé 6 quand même. Et le résultat avait été que tous ces joueurs-là ont quitté parce que leur motivation était l'argent. C'était payer des joueurs et finalement, ça n'aboutit à rien. Mais Lucas, le potentiel était là. Il avait passé près de venir à Notre-Dame. Et vous regardez dans cette équipe-là, il y a des joueurs très intéressants, même au niveau O-line. Elijah Page, qui est un ancien aussi qui s'est engagé à Notre-Dame, qui est très honnête, très efficace comme tackle de gauche. C'est pour ça que c'est une belle équipe. Mais vous regardez le calendrier. Je vous parlais des fois de cette mentalité du Big Ten. On commence la saison contre Missouri State et Georgia Southern. 2 rigolades pour commencer. On joue comme Purdue. Et je ne suis pas capable de vous dire à l'heure actuelle laquelle des 3 équipes est la pire. Purdue en 3e et on augmente le niveau de compétition. Michigan State comme 4e duel de la saison. Fait que lorsque vous débutez avec un calendrier du genre, on s'entend que vous avez déjà 4 victoires dans les poches. Illinois qui peut être un petit peu plus compliqué. Et on va jouer Michigan et après Notre-Dame. Alors, il est possible qu'on arrive après 2 défaites contre Notre-Dame, ce que je ne souhaite pas. Parce que on dirait que USC sont assez difficiles à évaluer. Ils pourraient se présenter à Notre-Dame avec une fiche invaincue et terminer la saison peut-être de façon honnête avec 10 victoires, 2 défaites. Comme ça pourrait être une catastrophe comme les saisons passées à 7 victoires, 6 défaites, mais je pense qu'ils vont nous surprendre USC. Je ne serais pas surpris qu'ils battent Illinois et peut-être même Michigan et qu'ils arrivent invaincus le 18 octobre contre Notre-Dame. Ce qui serait bon parce que là, on aurait USC, l'Université de Los Angeles. Qu'est-ce qui se passe là? Bien, évidemment, elle sera forcément classée très, très haut parce qu'elle vient de Los Angeles et les lumières seront sur le stade. Et là, ça pourrait être un duel épique quand même de soirée à Notre-Dame. Tout à fait. C'est toujours des duels épiques, mais nul doute que ça n'en sera qu'un en plus parmi toute l'histoire. La semaine d'avant, Notre-Dame recevra à Notre-Dame Stadium North Carolina State pour un 5e affrontement entre les 2 équipes. Actuellement, égalité dans la série, 2 victoires, 2 défaites. Toujours des affrontements accrochés, enfin, pas forcément accrochés, parce que la dernière victoire en 2023 c'était soldé sur un 45-24, mais des duels où voilà, j'ai souvenir, je crois que Marcus Freeman est déjà allé perdre une fois à North Carolina State, peut-être sa première année en tant qu'head coach. Non, il n'y avait pas. Je pense c'est Kelly. Est-ce que tu me parles de l'ouragan lorsqu'il y avait le fameux ouragan et Brian Kelly avait eu la magnifique idée de forcer le quarterback à lancer le ballon la moitié de la partie avec des vents de 100 km/h ou 200 km/h. J'ai encore en mémoire ce duel-là et ce qu'on retient, c'était plus Notre-Dame qui l'avait perdu avec du mauvais coaching et je pense même qu'elle avait été violent, avait critiqué ses O-line aussi. Du Kelly à son meilleur, qui avait comme mis ses joueurs devant l'autobus un peu pour les pointer que c'était leur responsabilité. Mais oui, ce duel-là, j'essaie de me rappeler c'était quand. Parce que le dernier duel de mémoire contre North Carolina, c'est en 2023, ça avait été une victoire un petit peu plus facile. Mais j'essaie de me rappeler, le duel que tu me parles, c'est un petit peu plus loin. C'est-tu 2021 ou 2021. Je suis en train de regarder en ce moment même. C'est si loin que ça, je pense, c'est 2020, peut-être même avant.
C'est même avant, hein. Ouais, Ah mais non, mais ça remonte énormément. Mais en fait, j'ai dû peut-être oui, parce que j'ai quasiment en tête que confondre. c'était Sean Kaiser, le quarterback. Ah oui, oui. Bah, c'était peut-être alors un résumé que j'avais dû voir ou je sais pas. OK. Mais effectivement, ouais, c'était une lourde défaite 35-14 pour Notre-Dame qui était classée 9e à ce moment-là de la saison. Mhm. NC State, quarterback, CJ Bailey. Tout repose sur lui. Ça dépend quelle version de CJ Bailey va se présenter au stade. Vous avez la version électrique qui peut gagner un match à lui tout seul, comme vous avez une version qui peut perdre le match à lui tout seul aussi. Alors, Bailey sera surveillé. C'est un joueur de deuxième année qui a montré des très belles choses la saison dernière. 2400 yards au sol, 17 touchdowns dans les airs. Euh, Son running back numéro un, qui est Smoothers, qui est de retour également un joueur de deuxième année. Fait que c'est une équipe qui est quand même assez jeune. À surveiller le tie-in, Justin Jolie, qui est un transfert de Yukon également, qui est un joueur à surveiller, qui a bien performé. Une ligne offensive très honnête aussi. Si je ne me trompe pas, on a 4 joueurs sur les 5 qui étaient titulaires la saison dernière. Fait qu'il y a de l'expérience de ce côté-là. Mais la force d'NC State, c'est la défense. C'est Brandon Cleveland à surveiller, qui a été très efficace aussi la saison dernière comme nose tackle. Et le Sean Brown, qui a été le meilleur joueur défensif la saison dernière avec 96 plaqués. Euh, on ne sait pas. NC State, on les attend chaque année, mais leur meilleure saison, traditionnellement, c'est 9 victoires, 4 défaites. Si on regarde une photo des 10 dernières saisons, je m'attends que ça peut être une saison honnête, un 8 et 4, quelque chose comme ça, avec une victoire dans le bowl, ou peut-être un 7 et 5 avec une huitième victoire dans le bowl. Ça risque d'être le profil de NC State pour cette année. Ça ne devrait pas être trop compliqué non plus, mais on ne sait jamais. Des fois, après un match contre Boise State, Notre-Dame pourrait s'auto-saboter lui-même. C'est peut-être ça qui pourrait arriver. C'est savoir comment on rebondit si on n'est pas prêt après avoir affronté Boise State dans le 5e match de la saison. Ouais, la transition est toute trouvée. La semaine précédente, on recevra du coup avec Boise State pour un premier duel dans l'histoire face à cette équipe qui sera sans du coup Ashton Ginty qui était quand même leur star numéro 1 qui est parti pour la NFL. Je nous propose éventuellement d'enchaîner et on reviendra sur ces équipes-là lorsqu'on fera la preview Mhm. des différents matchs afin qu'on puisse parler de Miami sur le temps qui nous reste avant la fin Oui, de cet épisode et en préambule du premier match de la saison. Sachez que donc oui. juste avant Boise State, Notre-Dame se déplacera à Arkansas pour avoir un très gros duel, également une première dans l'histoire. Et ce sera un match sur lequel on aura une attention particulière parce que Arkansas, c'est vraiment également un peu comme Pittsburgh, un endroit où un potentiel upset alerte. La semaine d'avant, Notre-Dame se déplacera à Purdue pour un duel de rivalité historique face à une équipe toujours en reconstruction et qui devrait ne pas poser de problème à Notre-Dame, notamment après une victoire 66-7 l'année dernière. Mais ça va être plus compliqué parce que là, c'est Barry Odom qui est Oui. l'ancien head coach de UNLV qui avait coaché dans le Mhm. passé Missouri et beaucoup, beaucoup de transferts à Ouais. Purdue. On a changé un peu le système. Ceux qui avaient suivi UNLV, il y avait le go-go offense. Non, ce ne sera pas ce style-là. Ça va être un style plus traditionnel, plus défensif. Il faut s'attendre, ça va être beaucoup de possession de terrain. On va gagner, là. On va gagner. Effectivement, et on va gagner, mais il y a effectivement du mieux à s'attendre, d'autant plus que, comme tu le disais, UNLV a fait son apparition dans le top 25 pour la première fois de l'histoire de leur programme sous le coaching, sous le head coaching, pardon, Barry Odom. oui, de Barry Odom, désolé. Et donc la semaine précédente, ce sera le duel de la saison à Notre-Dame Stadium pour ouvrir la saison à domicile face à Texas A&M. Ce sera un très très gros match et j'aurai le plaisir d'être sur place. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre le compte Twitter de Bleu et d'Or, Notre-Dame France sur Twitter pour pouvoir voir les différentes photos et vidéos. Et donc, d'ici même pas 5 jours maintenant, on va enfin voir nos Fighting Irish prendre le terrain au Hard Rock Stadium, qui est l'endroit où nous avons gagné notre dernier match de la saison précédente, qui était l'Orange Bowl face à Penn State, pour y affronter cette fois-ci les Hurricanes de Miami. Euh, les Hurricanes de Miami qui sont toujours dans une phase de reconstruction, qui sont toujours pas
au niveau auquel, en tout cas, une partie des gens les attendraient. Cette année, il y a également eu beaucoup de transferts et au poste de quarterback où ils ont recruté Carson Beck, l'ancien quarterback titulaire l'année dernière de Georgia, qui s'est blessé dans le SEC Championship Game. Mais voilà, Miami, une équipe quand même à très gros potentiel qui a manqué les playoffs de peu l'année dernière. Ils se sont beaucoup recrutés également via le portail des transferts et comptent beaucoup de joueurs capables de différence et ça promet un match très compliqué pour Notre-Dame pour ouvrir la saison avec un duel de deux équipes classées dans le top 10. Oui, puis qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, il y a deux choses. La force de Miami, c'est la ligne offensive. Ils ont des joueurs vedettes. Francis Mauigio, je le prends. Mauigoa. Allez-y comme vous voulez, la prononciation. Il y a beaucoup de voyelles et très peu de consonnes. Moigoa. Moigoa, allons-y comme ça. Futur premier choix. Ben, choix de peut-être des trois premiers tours de la NFL, c'est sûr. Ça va être un joueur quand même qui peut changer un match à lui seul. Fait que ça peut rendre le rôle compliqué. On a parlé plutôt de nos DT puis nos NT, defensive tackle, puis le nose tackle aussi, de faire de la pression au centre. Ils ont une ligne qui sera physique. Il y a Hannes Cooper également du côté gauche du terrain au niveau guard, très efficace également. Fait qu'ils ont une ligne solide, très physique, Miami. La seule chose qui est à surveiller, parce qu'il y a des joueurs élites, tu as parlé de Carson Beck, faut être réaliste. Là. La saison dernière, Cameron Ward a fait des miracles, a joué comme une superstar, a gagné des matchs à lui tout seul. J'ai des doutes que Carson Beck peut faire la même chose. Fait que ces victoires-là que le quarterback a gagné tout seul, ça sera surveillé. Et il n'y aura pas de Damon Martinez comme running back. C'est Mark Fletcher qui est quand même pas vilain, là, quand même, qui était le running back numéro 2. Mais lorsque tu as un tandem 1 et 2 avec de l'efficacité, ben, ça te permet des fois d'épuiser une défensive adverse et de contrôler le terrain. Et la plus grande interrogation, je dirais, c'est les wide receivers de Miami. Beaucoup de transferts et de jeunes, très peu d'expérience. En temps normal, tu pourrais dire, écoute, si j'affronte des petites équipes, j'affronte Appalachian State comme premier match de la saison ou Bethune-Cookman comme le deuxième match que les Hurricanes auront, tu te dis, je vais laisser le temps à mon quarterback de s'ajuster avec ses receveurs, mais là, tu affrontes Notre-Dame. La meilleure défense contre la passe la saison dernière. Ben Morrison a quitté pour la NFL, ça paraît même pas. On l'a remplacé par un joueur de même niveau, sinon supérieur. Christian Gray sera testé. Alors, la réponse de Christian Gray sera la réponse à savoir comment Miami va être capable de gagner du terrain. Est-ce que Miami sera capable de courir? Miami n'aura pas le choix de courir parce que si on ne s'appuie que sur Carson Beck pour gagner le match, Miami n'a aucune chance. Cependant, si on est capable de diversifier notre attaque et d'établir un certain rythme avec le jeu aérien, ben là, on pourrait avoir un duel quand même qui pourrait être spectaculaire parce que la défense des Hurricanes, notamment... Elle s'est améliorée. Elle s'est améliorée par le recrutement d'un nouveau coordinateur défensif, pardon, la personne de Corey Etterman qui arrive de Minnesota. Absolument. Mais sauf que le défi pour un coordonnateur, c'est lorsque tu arrives à ta première saison, c'est d'installer ta défensive. Alors, est-ce que tout ça sera prêt pour le premier duel? J'ai des réserves. Ça peut être compliqué. Vous pourriez me dire la même chose pour Notre-Dame, qui a un nouveau coordonnateur défensif, mais la différence, c'est que lui arrive dans un système déjà établi avec des coachs déjà en place. Lui, c'est un petit peu comme si vous jouez au PlayStation 5 et je vous donne le cahier de jeu, tout est bâti, vous avez juste à décider. Là. C'est pas la même chose. C'est ça, très honnêtement, ça fait quelques jours sur Twitter qu'on voit la fanbase de Miami penser qu'ils vont battre Notre-Dame facilement, qu'ils ont une plus grande fanbase alors que leur stade est toujours pas rempli à 5 jours du match et qu'ils reçoivent Notre-Dame. Personnellement, j'ai bien plus confiance dans les joueurs de Notre-Dame pour arriver prêt que dans les joueurs de Miami University qui, en plein mois d'août, à mon avis, à Miami, ont pas uniquement profité du camp d'automne de football, mais ont également dû se faire plaisir vu la mentalité de certains joueurs là-bas, notamment de Carson Beck,
qui, pour le rappel, avait transféré pour sa copine qui l'a trompé au bout d'un mois, il me semble. Ah oui, Enfin, puis même je revois dans l'alignement défensif Justin Scott qui avait été une cible de Notre-Dame. Même d'ailleurs, on parle d'un des joueurs, des meilleurs joueurs que Notre-Dame a échappé dans le recrutement. C'est notre coach des lignes défensives qui avait stoppé un peu la communication, mais c'est un joueur qui était un des meilleurs au niveau high school, qui en a sa deuxième saison avec les Hurricanes. Je me rappelle durant la fin de la saison dernière, il est en train de se battre avec un joueur de son équipe sur le banc. Au niveau discipline, c'est des équipes qui sont un petit peu plus puis le but, c'est pas d'émettre un jugement sur le profil de joueur, mais vous êtes en Floride, c'est des universités qui sont accessibles avec des joueurs qui viennent de milieux familiaux qui sont peut-être différents, qu'on ne retrouve pas nécessairement à Notre-Dame. Je vais le présenter poliment comme ça, mais si vous avez l'occasion juste de regarder le documentaire sur les Cowboys de Dallas sur Netflix et vous voyez les belles années de Jimmy Johnson et vous voyez à quel point, je ne vous dis pas que c'est des joueurs qui venaient de gangs de rue, mais cette mentalité-là de rue un peu de la Floride, c'est omniprésent un petit peu. Fait que la discipline, c'est difficile un petit peu à Miami, mais Ruben Bain, comme DN, sera l'élément, lui, en duel, quand je vous dis la pression qu'il va faire sur nos tackles, que ce soit Anthony Knapp, la façon de protéger, la partie peut se jouer là. Si ça tient de notre côté, la protection contre la passe et qu'on est capable de limiter Bain qui a été blessé la saison dernière, qui avait connu une excellente saison il y a 2 ans, mais la saison dernière, ça a été plus au ralenti. Ça aussi, c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il va retrouver le niveau 2023 ou c'est le Bain de la saison dernière, un petit peu plus brouillon, qu'on va retrouver? O.J. Frederick comme cornerback également surveillé, qui est en deuxième année. Et vous avez un autre DN, quand je vous disais que la pression va venir de la ligne défensive, Hakim Mesidor, qui est à surveiller, qui est un excellent joueur également, qui est sur l'équipe d'étoiles de l'ACC. Fait que vous avez tout ce profil-là, et avec un head coach en Mario Cristobal, qui a bien fait quand même à Oregon, qui a un bel historique, ceux qui se rappellent de Florida International à une certaine époque, qui avait déjà eu une grosse victoire contre une équipe du Power Four. Mais à Miami, je regarde la saison dernière, grosse victoire contre la Floride, qu'on peut voir également dans le documentaire sur Netflix. ouais. On regarde le reste de la saison, ben oui, c'est beau gagner. Contre Duke, c'est une belle victoire aussi, mais défaite difficile à Georgia Tech et défaite à Syracuse. Celle-là, c'est catastrophique et voire même inacceptable. Et de perdre le Pop-Tart contre Iowa State, là, vous allez me dire, ouais, le Pop-Tart. Cameron Ward est débarqué à la demi. Oui, mais même à la demi, il y avait 3 points d'écart entre les deux équipes. C'était une défense qui n'était pas capable d'arrêter qui que ce soit. Fait que là, est-ce que les transferts, est-ce que le nouveau coordonnateur, est-ce que tout ça, la magie va se mettre en place et va créer des conditions gagnantes? Ben, c'est ce qui fait que certains experts pensent que Miami pourrait terminer la saison à 11 victoires, une défaite, et d'autres experts pensent que la saison pourrait se terminer à 7 victoires, 5 défaites. Alors, la question qu'on doit se poser, quel Miami va jouer ce dimanche? Le 7-5 ou le 11-1? Et on aura la Ouais, réponse très, très tôt dans la partie. tout à fait. Ouais, je pense qu'on a bien présenté cette équipe de Miami que Notre-Dame enfin, contre laquelle Notre-Dame va se déplacer ce dimanche pour y affronter. Les pronostiqueurs donnent Notre-Dame gagnant de 2,5 points, donc de 3 points ou plus. On a ce petit jeu dans le groupe Twitter que l'on a entre fans de Notre-Dame. N'hésitez pas à nous faire signe sur Twitter si vous souhaitez nous rejoindre ou même parier avec nous sur le tweet avant le jour du match. Mais voilà, Christian, quel serait ton pronostic pour le match du coup après toutes ces discussions et les informations qu'on a à l'heure actuelle? Ouf! Mon cœur bat. Nous aurions eu cette discussion-là il y a un mois. Et j'étais convaincu que Notre-Dame allait terminer la saison 12-0, alors ça aurait été facile pour moi de prétendre une victoire. Je n'ai plus cette vérité. Je pense que Notre-Dame va échapper à un duel cette saison. Mais je ne suis pas convaincu que ce sera le premier. Fait que donc, moi, je prendrais les points à 2,5 et je pense que Notre-Dame va gagner par plus de 3 points. Même si je ne veux pas reposer ma prédiction sur les unités spéciales, parce que c'est le seul sujet qu'on n'a pas abordé dans l'équipe, qui est un des plus gros Ouais. points d'interrogation, qui sont nos botteurs. Autant un botteur de dégagement que celui qui fait les field goals. Il y a des interrogations et on n'a pas de certitude là. Alors, Ouais. j'espère que ça va être plus que 2,5 parce que
je sais que la partie sera tard quand même, à 1h30 du matin pour ceux qui nous écoutent en Ouais, Europe. Fait que là, je nous mets en fin de partie qui est 4h30, tout près de 5h du matin. On n'a pas besoin d'avoir mal au cœur et de non, stresser avec un botteur. Idéalement, on aimerait ça qu'après le troisième quart, qu'on ait une bonne indication, comme avec contre Texas A&M, ouais. on sentait qu'on contrôlait la partie. Là. Alors, je mets Notre-Dame gagnant par plus de 2,5, je le prends, mais je pense que si Notre-Dame gagne, ça va être plus que ça. Ça va être plus qu'un touchdown. Ouais, je suis d'accord avec toi sur cette analyse-là pour le match. Et puis même plus globalement sur la saison, on l'a dit avec le calendrier de Notre-Dame qui finalement est très difficile sur le début de saison, avec pas de bye aussi pendant Enfin, on a une bye week après la première semaine, le premier déplacement à Miami, mais ensuite les matchs s'enchaînent. Et, euh, et donc je pense qu'il y a peut-être un des duels. Soit à Arkansas, comme le pense Gus peut-être, ou alors à Pitt, selon la forme de Pitt, mais un de ces duels-là peut échapper à Notre-Dame, mais du coup, je prends également plus de 3 points pour la victoire face à Miami, et, euh, et je pense 11 victoires, 11 ou 12 victoires, plutôt 11, mais pour moi, le 12 est quand même largement envisageable. Ah, dans les playoffs, et là, vous savez, cette année, nouveauté, ce ne sont Ouais, pas les 4 premières positions ne seront pas occupées forcément par des champions. Alors, un Notre-Dame à 12-0 pourrait être dans le top 4, tout à fait. même si la saison dernière, on a vu que ce n'était pas nécessairement un avantage d'avoir une semaine de Ouais, bye. Ça sera à surveiller, mais il y a tellement de duels épiques ce week-end. Ohio State, Texas, ça va ça, dicter la, ouais. la- Ça, la saison aussi. Il va y avoir des matchs, puis même LSU Clemson qui sera surveillé également. Tu me demanderais de voter. J'ai l'impression que Clemson devrait gagner à la maison contre LSU. Pour moi, Mais, Clemson, ils vont gagner largement face à LSU. mais Peut-être pas Texas, Ohio largement. State, Texas, Texas Ohio Ohio State, State, c'est un gros match. C'est un très oui. très gros match. Euh, Franchement, et j'ai- je me commets même, je ne serais pas surpris que ni une ni l'autre des deux équipes ne soient parmi les deux premières à la fin de la saison. ouais, c'est possible. C'est très Tu sais, possible. Manning est un très Ça bon serait quarterback. exceptionnel, hein. Ça serait exceptionnel finalement que deux équipes qui se sont jouées en première semaine se retrouvent en titre national. Elles étaient classées 1 et 2. Mais non, voilà, le premier week-end de foot américain universitaire va être riche en matchs et en très grosses oppositions entre les différents matchs dont on vient de parler et Notre-Dame at Miami fin dimanche pour conclure le week-end. En tout cas, voilà, c'était le dernier épisode de la pré-saison pour ce podcast de Bleu et d'Or. Mais on vous retrouve néanmoins la semaine prochaine, après ce premier match face à Miami, pour le premier épisode débrief et la préparation du match face à Texas A&M, en espérant un résultat favorable pour les Fighting Irish. D'ici là, portez-vous bien et puis go Irish et Bonne saison. beat Miami. Salut bien.